Bienvenue à cette nouvelle présentation. Donc, il est 10h45 et jusqu'à 12h15, nous serons en compagnie des éditions La Courte Échelle. On a un beau corpus primaire à vous présenter et demain, on aura un corpus secondaire à vous présenter. Si certaines d'entre vous avaient envie de vivre une deuxième journée comme ça demain, on va s'intéresser au corpus secondaire avec quand même des éléments qui pourront aussi être intéressants pour, je dirais, le troisième cycle dans certains cas, parce qu'on a des fois un peu de porosité entre le troisième cycle et le secondaire 1. Si jamais ça vous intéresse de savoir tout ça pour le secondaire, vous pourrez m'écrire dans la conversation, puis je vous enverrai les liens pour demain. On va vous présenter plusieurs ouvrages des éditions La Courte Échelle et si tu permets, Nicolas, je vais commencer avec une petite présentation du site Web, puisqu'il y a un bel espace qui est dédié aux enseignants avec beaucoup de matériel pédagogique que vous allez pouvoir trouver sur leur site Web. Et je vais partager mon écran, puis je vais vous amener à la découverte de leur matériel. Puis là, je vais vous dire aussi un petit secret. Hier, j'ai reçu un colis express de La Courte Échelle. Il était à peu près 16 heures. J'ai eu le temps de regarder vite leurs nouveautés, ce qu'on vient de recevoir. Je n'ai pas pu tout lire parce qu'on l'a reçu hier à 16 heures, mais j'ai quand même des choses excitantes à vous montrer, dont certains livres qui viennent juste de paraître en librairie ou qui paraîtront sous peu en librairie. Alors, je vais partager l'écran pour vous montrer le site Web. Voilà. Je vais enlever la petite fenêtre ici. Alors, quand on arrive sur le site Web de la maison d'édition La Courte Échelle, vous avez Carrousel avec les nouveautés et ici, vous avez le menu. Puis ce que je veux vous montrer se situe dans la section enseignant-enseignante. J'ai un petit problème avec, je vais essayer de passer ça comme ça, puis de mettre ça de façon à ce que je puisse voir ce que je suis en train de vous montrer, parce que franchement, si je ne peux pas savoir ce que je suis en train de vous montrer, ça ne m'aide pas beaucoup. On vous invite déjà à vous inscrire à leur infolettre. Il y a un autre espace aussi là, dans l'espace enseignant où vous pouvez vous inscrire. Nos amis de La Courte Échelle m'ont demandé de vous préciser que ce n'est pas une infolettre qui va comme accaparer votre boîte de courriel à tous les jours. Ce n'est pas super harcelant. C'est une infolettre qui paraît généralement pour vous parler des nouveautés et aussi de matériel pédagogique, matériel qui peut être utilisé en salle de classe. Donc, si jamais vous vous inscrivez à leur infolette, n'ayez pas peur, vous n'allez pas recevoir des notifications à 3 heures du matin tous les jours vous disant achetez nos livres. C'est vraiment une infolette très respectueuse avec du super beau matériel. Vous allez voir, là, ils ont vraiment un matériel pédagogique qui est formidable. Donc, quand on arrive à la page pour les enseignants et les enseignantes, vous avez tout d'abord un lien pour consulter leur catalogue de livres jeunesse. Je vais cliquer sur le lien. Vous voyez toujours ce qui s'est ouvert? La fenêtre qui s'est ouverte? C'est bon? Alors, vous pouvez feuilleter l'ensemble du catalogue. Ah, voilà, ça vient d'apparaître. Alors, vous allez avoir là, leur catalogue complet. Il en existe aussi des versions papier, si vous êtes en mesure de mettre la main sur les versions papier du catalogue. C'est la même chose. On vous y présente tous les titres avec les ISBN, les prix, les groupes d'âge, le nombre de pages. On vous indique aussi s'il y a une fiche pédagogique qui a été réalisée. Vous pouvez peut-être voir, je vais grossir un peu. Est-ce que je suis capable de descendre? Ah, comme ça. Alors, vous pouvez voir ici, là, s'il y a une fiche pédagogique, c'est indiqué avec un petit rond comme ça ici. Les créateurs et les créatrices sont aussi indiqués. Donc, ça vous permet de voir les nouveautés, mais aussi le catalogue de fond. S'il y a un livre que vous appréciez, par exemple, on va vous présenter La boîte aux lettres de Pierrette Dubé aujourd'hui. Si vous appréciez ce titre-là, vous pouvez aller voir si Pierrette Dubé a publié d'autres ouvrages dans la même maison. Vous avez un bon de commande que vous pouvez télécharger. Donc, oui, d'accord. Donc, c'est un bon de commande avec vraiment tout leur matériel là, qui existe, qui est disponible dans la maison d'édition. Lorsqu'il s'agit d'une nouveauté, vous avez une inscription avec la date de parution. C'est un bon de commande avec hyperlien. Donc, vous pouvez cliquer sur chacun des titres pour arriver à la fiche du livre. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un travail de fou, là, faire ça. C'est vraiment super long. Vous avez les codes à scanner. Donc, si vous allez en librairie ou en bibliothèque, vous pouvez juste inscrire vos quantités à droite, puis ils vont scanner, puis ils vont faire une commande avec ça. Et vous avez donc, lorsqu'il s'agit d'une nouveauté, puis encore là,
Lorsqu'il y a une fiche pédagogique qui est disponible, on m'a dit qu'il y avait la petite mention qui se trouve comme à ma Mamotroc ici, avec les âges suggérés. C'est classé par genre littéraire ou collection. C'est imprimable. Est-ce que j'ai oublié d'information? Je pense que j'ai dit tout ce qu'on peut dire sur un bon de commande. Imprimable, remplissable, avec des hyperliens. Tout le catalogue est représenté. Et ici, bien, comme je vous disais, vous pouvez vous inscrire à votre infolette. Le catalogue, vous pouvez cliquer sur le lien comme sur l'image. Il est possible de faire sur le site web de la courte échelle une recherche par thème. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on vous explique, c'est que si vous allez dans le menu et que vous faites une recherche, vous pouvez chercher, par exemple, amour et avoir une sélection de livres, tous âges confondus, avec cette thématique-là là, qui va sortir. Ça, c'est pratique. Ensuite, des dépliants, des livres parfaits pour la classe. J'en ai une version papier qui m'a été remise ici. Donc, c'est un 4 pages qui est fait à chacune des saisons littéraires et que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer. Donc, c'est, dans le fond, la courte échelle, parmi sa production récente, parmi sa saison littéraire, choisit là, 4 ou 5 ouvrages qui sont vraiment idéaux à utiliser en salle de classe. Et pour chacun des ouvrages, on vous donne des pistes d'exploitation. Donc, vous avez une courte présentation et 3 pistes d'exploitation. Encore là, bien, des fois, on ne sait pas exactement quoi faire avec les ouvrages ou on sait quoi faire, mais on manque de temps pour tout faire l'idéation, pour se préparer. On vous donne du matériel clé en main ici avec ça. Ce qui est pratique, c'est que si vous ne savez pas ce que vous voulez aux éditions La Courte Échelle, vous pouvez commencer par aller regarder les fiches, vous inspirer des activités, regarder quels sont les livres qui vous semblent les plus adaptés à partir des activités, puis après ça, commander vos ouvrages en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Donc ça, c'est pas vraiment des fiches pédagogiques, c'est des fiches d'activités pédagogiques, mais c'est, disons, résumé. Donc, on a fait les fiches qui sont là vraiment condensées. La courte échelle vous offre aussi des fiches pédagogiques complètes. Et dans le fond, on vous réfère à la liste des livres pour lesquels une fiche pédagogique est disponible. Et là, vous avez vraiment toute la collection ici de livres pour lesquels on a fait des fiches pédagogiques. Disons, allons voir La soupe aux lentilles de Carole Tremblay. Vous allez avoir ici le matériel pédagogique. Souvent, lorsque vous cliquez sur l'onglet matériel pédagogique, vous avez une fiche pédagogique, mais vous avez du matériel complémentaire. S'il y a déjà eu des activités, des coloriages, des fiches pédagogiques, des vidéos, tout le matériel qui a déjà été réalisé, si le livre a déjà fait partie du feuillet des livres parfaits pour la classe, tout va être listé au même endroit. Encore là, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un travail phénoménal d'avoir réussi à tout regrouper pour chacun des titres. La Courte Échelle, ils ont travaillé vraiment fort dans les derniers mois pour que leur site soit plus facile en fait, pour trouver l'information plus aisément sur le site web. C'est vraiment bien regroupé. Donc là, si on va voir, par exemple, une fiche pédagogique, vous avez la fiche avec présentation du titre, des questions. Donc, on explique ici, en attendant que sa soupe refroidisse, Coco assomme son grand frère de questions. D'où viennent les lentilles? C'est quoi ces trucs rouges qui flottent? Ce dernier lui offre des choix de réponses pleines d'humour. Voici des propositions d'activités à faire avec vos élèves après la lecture de la soupe aux lentilles. Premièrement, poursuivez le jeu de devinette à la manière de Coco et son grand frère. Ensuite, vous avez d'autres pistes à explorer. Vous avez du matériel à remplir que vous pouvez faire en lien avec les activités qui ont été proposées plus haut, là, où on peut écrire, par exemple, quel est notre aliment préféré, etc. Vous avez aussi des activités donc, qui peuvent mettre en lien d'autres ouvrages. Donc, l'activité Qu'est-ce qu'on mange va mettre en lien la soupe aux lentilles avec les 3 petits pois et le gâteau. 3 ouvrages, donc, qui peuvent être mis en relation. Vous avez comme ça là, beaucoup de matériel qui s'ajoute pour chacun des titres. Vous avez également du matériel ici pour des collections spécifiques. Donc, le carnet d'activités pour la collection Première lecture, je vais vous montrer un ouvrage, c'est vraiment des petits romans courts avec beaucoup d'illustrations à l'intérieur. C'est vraiment premier roman, première lecture, on explique un peu de quoi il s'agit.
Donc, moi, je vais vous présenter la série Félicien du niveau 2 aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, ben, si vous cliquez ici, vous avez là, des séries d'activités que vous pouvez faire à partir de cette série-là. Puis on vous explique comment exploiter l'ouvrage en classe pour travailler la compréhension, l'appréciation, l'écriture. On vous met en lien d'autres séries que vos jeunes lecteurs pourraient apprécier. Puis comme vous voyez, c'est tout le temps une page ou deux, parce que des fois, on a des fiches pédagogiques qui font 42 pages, puis on a l'impression que c'est aussi long de lire la fiche pédagogique que de lire le livre. Ici, vous avez vraiment, ils ont bien dosé la quantité d'informations qui est donnée et par rapport au type d'ouvrage puis aux jeunes avec lesquels vous allez travailler. Vous avez des outils pédagogiques spécifiques pour la collection poésie. Une collection poésie, comme on vous l'indique ici, hein, c'est la poésie pour pré et ado. Donc, pré-ado et ado, vous allez avoir dans cette collection-là des titres mais vraiment formidables. Pour les jeunes à partir de 7 ans, il y a des 7 ans et plus, 9 ans et plus, 11 ans et plus, etc. Vous avez vraiment, vraiment des belles collections, parfois avec des vidéos qui vous sont suggérées où les auteurs lisent des extraits de leurs ouvrages. Je vais cliquer sur le document. Donc, c'est vraiment un document qui vous accompagne dans l'exploitation de la poésie et de ces ouvrages de poésie-là auprès des ados, auprès des pré-ados. Donc, vous avez par exemple ici, je vais prendre quel livre je pourrais prendre? Peut-être révéler la réalité sous un nouveau jour. Alors ici, on a un extrait de Les garçons courent plus vite de Simon Boulris qui dit « L'écho fait son travail, les semelles nègres crient à tue-tête, les respirations pulsent contre les murs, ça rebondit et nous revient. Immunisé contre le génie sportif, j'avale le souffle des autres, la magie n'opère pas. » Et vous avez aussi un extrait de Peigner le feu de Jean-Christophe Réel. « J'ai une saveur d'orange dans la bouche, les orages ont tous la même couleur, les orages ont tous le même nom. » La mise en contexte ici et maintenant. Lorsqu'on fait de la poésie, on explore le monde en se basant sur nos 5 sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue et le goût. Avec vos élèves, nommez chacun des sens et associez-y des verbes. Faites ce travail au tableau. Les jeunes pourront s'y référer. Ce petit travail préliminaire permettra d'éviter les pannes d'inspiration. Par exemple, avec le sens toucher, les verbes, on pourrait avoir toucher, tâter, palper, frôler, caresser, etc. Demandez à vos élèves d'écrire un poème à partir de ce qu'ils perçoivent de leur environnement immédiat en se basant sur leurs 5 sens. Encouragez-les à employer les verbes de l'exercice préliminaire et par la suite, invitez vos élèves à partager leur création. Puis ensuite, on vous donne aussi des variations sur la même activité. Vraiment, là, vous pouvez quasiment arriver avec ça en salle de classe la semaine prochaine puis faire ces activités-là. Et la dernière partie ici, c'est les outils pédagogiques pour les romans pour ados. Donc, peut-être que ça va vous concerner un petit peu moins si vous êtes plus dans cet atelier primaire et préscolaire. Ça existe aussi en format papier. Là, ils en ont fait des versions papier. Mais ici, donc, c'est des livres parfaits pour le secondaire. Donc, c'est sous le même modèle que des livres parfaits pour le primaire qu'on a vu tantôt. Et puis, on a eu la collaboration de Sophie pour ces activités-là. Vous allez avoir des activités sur les carnets de novembre, Cancer ascendant autruche, des choses formidables de Suzy Nelson et la pluie des autres de Daphné B. Les 2 premiers, carnets de novembre et Cancer ascendant autruche, ainsi que le long silence, on va les présenter demain dans notre présentation pour le secondaire. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions sur cette première présentation, là, vraiment de ce qui se trouve sur le site web de la maison d'édition? N'hésitez pas à lever la main, ouvrir vos micros si vous avez des questions. Merci, Marie-Denise. Merci aussi, ça fait plaisir. En fait, je vous dirais, la courte échelle ont fait un travail formidable pour offrir beaucoup de matériel pédagogique et je vous dirais, allez voir ce qui se trouve sur les sites des maisons d'édition. Il y a beaucoup de maisons qui offrent du matériel pédagogique. Le matériel pédagogique, comme dans le cas que vous avez vu ici, c'est du matériel, c'est pas fait sur un coin de table par la belle-sœur de quelqu'un qui a eu 15 minutes pour faire quelque chose. Les maisons d'édition, ils payent des gens avec des gros tarifs, des gens compétents, des pédagogues, des orthopédagogues, des professionnels de la médiation. Les gens qui font les fiches pédagogiques, c'est vraiment des pros. Allez les utiliser. C'est vraiment un enjeu majeur pour les maisons d'édition de réussir à faire connaître leur matériel pédagogique parce que, tu sais, à part de dire ou à tout le monde, allez-y, il y a du matériel pédagogique, il n'y a pas une façon
Il n'y a pas de lieu de dépôt mondiaux des fiches pédagogiques existantes, là. Donc, je vous invite à aller voir sur le site des différentes maisons. Puis, la courte échelle nous donne un excellent exemple d'un beau travail qui est fait de ce côté-là. Nicolas, est-ce que tu veux que je continue avec la présentation des titres que j'allais présenter ou tu aurais envie de dire quelque chose? Je vais te laisser poursuivre. Tu es bien lancé ou tu veux-tu un. C'est bon, moi Sinon, j'avais juste le goût de prendre une gorgée de café qu'on m'a gentiment apporté pendant que j'étais en train de vous parler. c'est J'ai eu une pas. livraison spéciale. Alors, je vais continuer à ce moment-là. Je vais commencer avec les albums. On va y aller, Nicolas, genre littéraire par genre littéraire. Ça te va? Donc, je présente quelques albums, puis ensuite, je te laisse présenter 2 albums. C'est bon? Nous autres, on fonctionne comme ça. À la va comme je te pousse. Les albums que je vous présente cet avant-midi, donc je vais commencer avec La boîte aux lettres de Pierrette Dubé parce que je vous ai déjà dit que j'allais le présenter. Pierrette Dubé a publié énormément de romans, énormément d'albums. C'est une autrice surprenante. Vraiment, elle a toujours un univers, un élément, un petit quelque chose qui vient nous surprendre là où on ne s'y attendait pas. Elle a un imaginaire qui est absolument foisonnant et déjanté. Moi, je vous dis, si vous aimez l'étrange, allez lire Pierrette Dubé. Elle est vraiment extraordinaire. La boîte aux lettres, c'est donc un album qui est écrit par elle, mais qui est illustré par Aurélien Galvan. Et c'est un livre qui parle de l'écriture épistolaire. Regardez les illustrations. Aurélien Galvan, c'est un illustrateur, en tout cas dans la littérature québécoise, qu'on commence à voir, qu'il n'y a pas énormément d'ouvrages encore parus, mais qui est vraiment à découvrir. C'est aussi un illustrateur qui a une plume qui s'adapte. Donc, vous allez des fois le trouver chez différentes maisons d'édition, mais avec des styles différents, des styles variés. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que je le trouve assez caméléon, dans le fond, dans son illustration. Puis, en tout cas, moi qui ne suis même pas capable de faire un bonhomme allumette, je trouve ça vraiment remarquable, quelqu'un qui est capable d'être caméléon comme ça. Et ici, on est dans une esthétique. Si vous connaissez Geneviève Godbout, ça me fait penser aux illustrations de Geneviève Godbout. C'est ça, Geneviève Godbout? J'ai-tu dit le bon nom? Oui, hein? C'est des illustrations qui sont très douces, très enveloppantes. Alors, on est ici en compagnie d'Octave parce qu'il est tout triste, il ne sait pas trop pourquoi. Il s'est fait un lait au chocolat, il a mis son nœud papillon, il joue du ukulélé, mais il reste toujours un peu triste. Alors, il dit, je vais aller rendre visite à mon amie Félicie. Félicie, elle est d'excellente humeur parce qu'elle a reçu une lettre de sa cousine Célestine. Puis là, ben, il se dit, notre ami Octave, il se dit, recevoir une lettre, quelle bonne idée, peut-être que ça me rendrait heureux. Là, ben, il dit, j'ai un problème, par exemple. Si je veux recevoir une lettre, j'ai pas de cousine, puis j'ai pas de boîte aux lettres. Qu'est-ce que je peux faire si je veux recevoir une lettre de ma cousine, mais que j'ai pas de cousine et j'ai pas de boîte aux lettres? Alors, son ami Félicie lui dit, mais va t'en acheter une. Ah, il dit, quelle bonne idée. Donc, Octave se rend à la quincaillerie, puis il lui dit, pensez-vous qu'il veut s'acheter une cousine ou une boîte aux lettres? Il veut s'acheter une boîte aux lettres. Alors, il s'achète une boîte aux lettres. Alors, ici, vous avez tout le choix des boîtes aux lettres. Laquelle va-t-il choisir selon vous? Hein? Si on a bien regardé la page couverture, on sait déjà laquelle il va choisir. Alors, Octave installe sa belle boîte aux lettres, mais malgré la magnifique boîte aux lettres qui attend devant chez lui, pas de courrier. Mais oui, qu'est-ce qui lui manque? La cousine. Alors, il retourne à la quincaillerie. Et là, il dit au quincailler, j'ai pas de cousine. J'ai un problème, j'ai pas de cousine. Le quincailler lui dit, ah, mais moi j'en ai une cousine, ma cousine Winifred. Elle habite en Australie. Elle habite très loin d'ici. Puis là, Octave, il dit, ah oui, justement, il ment un peu. Il dit, je m'en vais en Australie le mois prochain. Peut-être que je pourrais écrire à votre cousine. Alors, le quincailler lui donne l'adresse et Octave va écrire une lettre à Winifred. Il envoie la lettre, mais regardez, pas de réponse. Il faut dire que quand même, c'est loin l'Australie. Hein? C'est long de se rendre jusqu'en Australie. Puis là, ben,
Un jour, alors qu'il a presque perdu espoir, on se transporte en Australie, puis regardez ce qu'on a ici. Winifred reçoit une lettre. C'est une grosse lettre. Winifred a reçu une lettre. Un W, mais un superbe W, joliment tracé. Rien de plus dans la lettre. Qui a bien pu l'envoyer? Winifred examina l'adresse au dos de l'enveloppe. Un inconnu. Par un drôle de hasard, un inconnu qui habitait le même pays que son cousin Alfred. Alors, Winifred, elle s'installe et puis elle se dit je vais répondre. Je vais répondre à la lettre et elle répond un O à Octave. Oh, un O, se réjouit Octave en découvrant l'enveloppe qui l'attendait dans sa boîte. Un très beau O, un aussi beau, vraiment trop beau pour être rangé au fond du tiroir. Alors, Winifred décide de l'accrocher au-dessus du foyer de sa cheminée. Et ainsi de suite. Winifred et Octave s'envoient des lettres. Je vous le dis, tout l'alphabet est présent. Tout l'alphabet est là. Et à la fin, donc, on voit là, les lettres qui se font envoyer d'un côté ou de l'autre, que chacun vont afficher dans leur maison parce que ce sont tellement de belles lettres. Et un jour, Octave considéra toutes les lettres qui tapissaient le mur de son salon. Elle semblait attendre. Mais attendre quoi? Dans un coin, il remarqua alors des lettres qui s'étaient liées d'amitié, comme si elles voulaient former le début d'une phrase. Et là, évidemment, vous ne dites pas aux enfants ce qui est écrit, hein? Vous les laissez travailler un peu, vous les laissez macérer. Mâcher. Mâcher? C'est un octave. Mâcher quoi? Mâcher, Soudain, il comprit, il s'installa à sa table et écrivit « Ma chère Winifred ». Le reste est un secret entre Winifred et lui. Alors, après tout cet échange de lettres, on ne saura jamais ce qu'ils se sont véritablement écrits. Et c'est quand on a toutes les lettres qu'on peut commencer à s'écrire des mots. Alors, la boîte aux lettres de Pierrette Dubé. Le deuxième album que je vous présente met en scène un personnage franchement surprenant. Je ne pensais pas que ça pouvait être un personnage d'album. Je ne pensais pas qu'on pouvait vraiment choisir un bobo comme personnage principal. Mais y a-tu vraiment quelqu'un ici qui va me dire « Moi, j'ai jamais eu de bobo » ou « Mes élèves n'ont jamais de bobo hein? » Les bobos font partie de la vie et tout le monde en a. Première page, regardez ça, on a tous les pansements. Juste avec cette page-là, vous pouvez faire 15 minutes. Là, les enfants, ils veulent tous se lever et venir nous dire quel est leur pansement préféré. Et après ça, tous les enfants vont vouloir vous montrer leur bobo qu'eux, ils ont eu hier en tombant en bas de leur bicyclette. Là, vous allez voir tout le sang et les bobos de tout le monde. À vous de gérer ça. Alors, Bob est un bobo. Un adorable petit bobo. Mais il est-tu mignon quand même? Hein? Sauf que Bob, il a un problème, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'amis. C'est un bobo qui est seul. Alors, il part à la recherche d'un corps, mais il y a de la misère à se trouver un corps parce qu'il y a des corps où il y a déjà des bobos qui habitent là, qui ne veulent pas avoir un nouvel ami. Il y a des corps qui sont trop vieux. Fait que le monsieur, il dit « Moi, j'en veux pas de bobo. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je suis trop vieux pour avoir un bobo. » Il y a des corps qui sont protégés par les parents. Hein, lui, Bobo, quand il voit une guêpe puis un bébé, il se dit « Oh my God, ça, c'est mon prochain lieu de résidence. » Mais les parents chassent la guêpe. Et tout à coup, il y a un petit garçon qui chute à vélo. Puis Bob va le voir et dit « Est-ce que je pourrais être ton Bobo puis habiter sur ton genou? » Puis le petit garçon, il dit « Oui, viens-t'en avec moi. » Et quand il rentre chez lui, la maman du petit garçon prend soin du petit Bobo. Elle le nettoie. Puis elle lui met un beau petit pansement douillet. Hein? Elle le dorlote. « Ah, je me sens mieux, dit Bob le Bobo. C'est doux et c'est chaud.
Et là, ben, le petit garçon va amener Bob dans toutes ses activités, son bain, il l'amène pour faire dodo, puis regardez cette page. Bob le bobo rétrécit et rétrécit. Jusqu'à temps qu'il soit complètement caché sous le pansement. Et un matin, sur le bord de la fenêtre, Bob le bobo dit « C'est ça la vie d'un bobo, c'est fini, je dois aller me trouver un autre endroit. » Mais regardez comment une page sans texte peut nous raconter presque un autre roman, presque une autre histoire. Hein, ici, on a le petit garçon et caché dans un bosquet, le petit bobo. Oh, moi, le Bob le bobo, là, il me réjouit. Alors, je ne vous l'ai pas dit tantôt, c'est un texte de Mélina Schonborn qui est illustré par Sandra Dumais. Mélina Schonborn, que vous retrouverez dans cette nouvelle parution Ratatin, qui vient tout juste de sortir, illustré cette fois-ci par Philippe Arrigada Nunez. Donc, Ratatin, c'est un peu comme Bob le bobo. Moi, je ne pensais pas qu'un bobo pouvait être un personnage principal. Bien, ici, le personnage principal, c'est un genre de petit personnage qui aime être ratatiné. Et Ratatin utilise de l'eau pour prendre son bain 4 fois par jour. Et un jour, ben, quand on prend son bain, qu'on prend son bain, qu'on prend son bain comme ça, qu'est-ce qui arrive? Un jour, il n'y a plus d'eau. Même ses larmes ne permettent pas de remplir la baignoire. Dans la ville, tout le monde est paniqué parce que le lac est asséché, parce que Ratatin a trop pris son bain. Et on va décider, bien, après une grande pluie, heureusement, toute l'eau se rend floue là, dans la ville et la communauté va se mettre en commun pour trouver une solution parce que Ratatin, lui, il n'a pas compris, il a pas compris du tout. Là. Il retourne se baigner parce qu'il veut être encore ratatiné. Une fois que l'eau est revenue, il recommence à prendre 4 bains par jour. Et la communauté va se regrouper, offrir à Ratatin un petit cadeau. Et ce petit cadeau, c'est un Speedo. Et la communauté va inviter Ratatin à venir se baigner dans l'étang. Il peut se baigner autant qu'il veut, mais comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Puis je vous le donne en mille, il y a une image. On voit ces petites foufounes. Voilà. Alors voilà, donc la nouveauté Ratatin, on est vraiment dans le même format. C'est des albums qui sont amusants, qui sont drôles, qui en même temps parlent de sujets, oui, Marie-Denise dit très d'actualité pour l'Europe présentement. On arrive à aborder des sujets importants et graves, mais par le biais de l'humour, puis après ça, on peut susciter des discussions avec les enfants. J'ai parlé, Nicolas, je te laisse présenter les albums qui étaient sous ta garde. Oui, bien écoutez, ça me fait plaisir. Je vous présente. Il y a des auteurs jeunesse qui sont des vétérans. Pierrette Dubé, Bruno Saint-Aubin, si ça vous dit quelque chose. François Gravel. Il y en a d'autres dont on parle beaucoup de leurs livres, comme Guylaine Gay, qui n'en a pas écrit nécessairement plein, mais de par leur popularité grand public et de par ce qu'ils font d'autres, sont plus connus, puis les livres deviennent plus accessibles. Un qui est les deux à la fois en ce moment, je trouve, c'est Simon Boulris. Simon vient de publier son 66e livre, donc c'est quand même remarquable. Et il a une belle cote d'amour, de part qu'il est, parce que c'est une belle personne. Donc, ça aide dans la vie pour se faire aimer. Les histoires qu'il écrit souvent, vous savez, un auteur va s'inspirer de ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il... François Gravel, il peut voir son petit voisin d'en face débouler les escaliers, tomber les fesses dans la neige. Juste ça, ça va lui inspirer pour un petit roman jeunesse. Donc, et puis Simon, c'est souvent les rencontres qu'il va faire, entre autres avec des jeunes qui vont lui inspirer des histoires, comme celle-ci, qui s'appelle, Le pelleteur de nuages. Alors, là, vous le voyez déjà, là, Elliot, c'est notre pelleteur de nuages. Allons-y. Elliot, c'est un petit gars qui a une passion pour les nuages.
Puis le printemps, l'été et l'automne, quand il fait beau, Elliot et son père se couchent le dos contre l'herbe et ils pointent un index vers les nuages. Le doigt du papa est brun chocolat avec de la terre sous l'ombre. Celui d'Elliot est presque de la même couleur, mais par endroits, le chocolat au lait de sa peau semble tacheté de gouttes de chocolat blanc. Je ressemble à un cornet de crème glacée. Son père, il trouve ça drôle, puis il dit à Elliot, tu parles tout le temps avec des expressions, tu es mon vrai pelleteur de nuages. Ben, Elliot, ça lui fait plaisir, il s'imagine déblayer le ciel, faire des montagnes de nuages pour dégager évidemment le bleu des cieux. Ça lui rappelle que la première neige va bientôt tomber sur sa maison et ça lui fait aussi penser qu'il va pouvoir enfiler ses bottes lunaires, sa combinaison rose, jaune et bleu et sa tuque tricotée par grand-maman. Et surtout, il a hâte de pouvoir mettre ses grosses mitaines pour cacher ses mains qui ne cessent de se décolorer. Les enfants, parfois, posent... Les adultes ont des réflexions imbéciles parce qu'on va juger. On va juger les gens puis on va dire des méchancetés. Un enfant est curieux. Donc, il va poser une question, mais parfois, la question est un peu maladroite. Donc, à l'école, mais les questions normales d'enfants, pourquoi ta peau change-t-elle de couleur? Tu sais, un adulte, on n'oserait même pas, mais un enfant, il a le droit, il veut le savoir. As-tu mis tes mains dans un pot de peinture? Il y en a un autre qui dit, vas-tu devenir tout blanc comme Michael Jackson? Ce qui me permet de vous dire que les références changent et que maintenant, il faut quand même expliquer aux jeunes qui était Michael Jackson. On a changé de millénaire. Alors, ce jour-là, les élèves font un dessin au fusain. Déjà, l'enseignante, je la trouve courageuse de laisser ces jeunes-là faire du fusain. Mais elle, Nico, c'est une enseignante qui a acheté le labo de la boue. Et bien voilà, puis elle veut aller encore plus loin. Mais c'est qu'après ça, les jeunes, il faut aller au lavabo, il faut aller se laver les mains. Elliot revient de l'école avec les mains dans les poches. La dépigmentation de sa peau s'est propagée jusqu'à ses poignets. Puis Elliot, puis regardez comment l'image est dedans. Elliot a dit, si ça continue, est-ce que je vais disparaître au complet? Là, il y a quelque chose à faire avec les jeunes parce que souvent, la couleur est importante. Quand on dit à un jeune, il faut que tu montres tes couleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Puis si tu n'en as pas, tu ne peux pas les montrer. Donc, juste ça. Bon. Puis il est inquiet, il dit jusqu'où ça va aller. Cette nuit-là tombe la première neige. Donc, Elliot se réveille tout content. Puis avant même d'aller déjeuner, il enfile ses bottes lunaires, les mitaines tricotées par sa grand-maman, et sa combinaison de neige qui est quelle couleur? Est-ce que tu t'en rappelles? Marie dit orange. Okay. Elle est rose, jaune et bleu. Et voilà, Chanel, tu as très bien écouté. Et là, il est en train de pelleter. Puis regarde ce qu'il y a au bout de sa pelle. Tu voyez comment l'illustration est bien faite, on voit quasiment une colombe. Il pèle avec ferveur tellement que la neige se faufile dans les mitaines. Qu'est-ce qui arrive à la neige quand elle a chaud? Elle fond.
en les retirant, Elliot, il remarque que ses mains sont plus blanches que jamais. Mais là, il y a une illumination. Il garoche chez Newton, il va voir ses parents, puis il dit « Je l'ai trouvé, je suis. » Et je vous le dis pas. C'est très vilain, forcé. Pourquoi je vous le dis pas? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à ses parents? On dit qu'il y a eu une illumination. Déjà, c'est quoi une illumination? Est-ce que c'est peut-être comme une idée? Ah, ça veut dire que... Puis illumination, est-ce que d'après toi, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ah ben quand c'est illuminé, ça risque d'être une bonne idée. Quelque chose qui fait du bien. Bon, mais à quoi qu'il aurait pu penser? Et là, autant que tu as de jeunes, que tu as de réponses différentes, mais pourquoi ces mains se décolorées? Eh bien là, on va y arriver. Parce qu'à la fin, Simon prend la peine de nous expliquer un peu c'est quoi le vitiligo. Parce qu'évidemment, dans l'histoire, Elliot souffre de vitiligo qui est c'est pas contagieux, c'est juste une dépigmentation de la peau tout simplement. Mais il y a plein de choses à faire, mais je vous rappelle que quand vous arrivez au passage de Michael Jackson, on a le réflexe de continuer, puis parfois, nous, on trouve ça drôle, fait que le jeune va rire parce qu'il me voit rire. Pas parce que c'est qui Michael, parce que moi, je me trouve drôle en voyant le nom de Michael Jackson dans l'histoire, je trouve ça bien cool. Mais ça vaut la peine, ça aussi, c'était qui? Bon. Alors, ça aussi, il ne faut pas oublier qu'on vieillit, puis nous, on emmagasine toutes nos références, mais c'est qu'eux sont nés en telle année, puis ils n'ont pas encore, ils n'ont pas leur bagage de référence qui inclut peut-être pas Michael Jackson. Je vous dis ça de même. Je continue. Pour vous présenter, je pense, ma nouvelle amie. Oui, on est amis maintenant, moi puis Albertine. Alors, Albertine, petit brin d'amour, c'est elle, parce qu'il faut que je fasse ça comme ça. Et elle déteste ces trucs. Ces trucs, machin, qu'on appelle les choux de Bruxelles. Autant qu'elle déteste les choux de... Puis regardez comme c'est amusant. On a fait les pages de garde, c'est vraiment des... Ça fait une chouette tapisserie dans une chambre. Bon, c'est Anne Renaud qui a écrit le texte et c'est Élodie Duhamel qui a fait l'illustration. Puis Élodie, sa carrière connaît un beau succès de plus en plus. D'ailleurs, elle est bookée, je pense, pendant 3 ans, donc c'est parfait. Albertine, autant qu'elle déteste faire les choux de Bruxelles, il y a quelque chose qu'elle adore faire, des listes. Donc, elle va faire une liste de ses mots préférés qui sont cacahuète, hurluberlu, moufette, croquignole, babine et zizanie. Tant qu'à faire des listes, on va en faire une sur ce qu'on aime le plus manger. Et pour Albertine, ce sont les muffins, la crème glacée, les macaronis, le fromage, les épis de maïs. Elle a aussi fait une liste des super pouvoirs qu'elle aimerait développer le plus rapidement possible, c'est-à-dire pouvoir roter aussi fort qu'une trompette, se faire pousser de la fourrure quand elle a froid, sauter aussi haut qu'un kangourou, tournoyer aussi vite qu'une toupie et pouvoir voir dans le noir. Mais s'il y a un affaire que vous ne verrez jamais, jamais, jamais sur une des listes d'Albertine, ce sont les choux de Bruxelles et quand même, elle sait se manifester. Jamais je ne vais y goûter jamais. Surtout, c'est qu'elle est championne pour les... Regarde comme elle fouine. Parce que les parents, des fois, ils ont le don de cacher, on cache les ingrédients pour être sûr qu'ils sont mangés. Moi, j'ai su plus tard que j'avais mangé des quantités de foie qui étaient cachées dans la sauce à spaghetti depuis que j'étais jeune et que c'est comme ça j'en suis encore très perturbé. Alors,
Elle dit que parfois, les choux de Bruxelles, elle dit c'est parce qu'ils me dévisagent, sont moqueurs, frondeurs. Donc, elle, à la place, elle s'en sert pour d'autres choses. Tiens, 2 œufs. Chaque fois qu'ils sont au menu, ces petits schnappants réussissent à semer une certaine dispute entre un enfant et sa maman. Sa mère lui dit, mais non, ils sont pleins de vitamines. Elle dit, non, ils sentent les pieds. Sa mère a dit, ils nourrissent le cerveau. Albertine a dit, ça ressemble à des cervelles de troll. Sa maman a dit, ils sont verts comme des émeraudes. Albertine a dit, ils sont verts, mais comme des crottes de nez. Elle dit, oui, mais ils sont verts comme tes super-héros préférés. Peut-être que si tu en mangeais, les pouvoirs que tu voulais développer, ça va arriver. Et si c'était vrai? Là, la pauvre, elle dort pas. Puis là, elle se dit, bon, elle passe une journée dans la bibliothèque de sa mère et sa mère, elle a, comme bien des gens que je connais, 100 livres de recettes, mais elle s'en est servi peut-être de 2 de ces livres-là. Donc, elle épluche tous les livres de recettes à regarder des recettes incluant des choux de Bruxelles. Des croustilles faites de choux de Bruxelles. Elle se dit non, il y a sûrement une attrape là-dedans, là, ça ne peut pas être aussi délicieux. Les choux de Bruxelles au sirop d'érable, bel essai, mais raté. Choux de Bruxelles enrobés de bacon, non, je vais les voir quand même. C'est pas assez. Il y avait quelque chose sur la liste des aliments préférés d'Albertine que tu te rappelles peut-être, sans doute. C'était les muffins. Et elle tombe sur une recette de muffins aux choux de Bruxelles. La recette est essayée. Elle en mange un. Elle aime ça. Donc, elle en mange plusieurs. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'effet de manger tout ce qui est dans la famille des choux en trop grande quantité. Alors, Albertine, elle se dit, bon, est-ce que je tourne aussi vite qu'une toupie? Non. Est-ce que je saute aussi haut qu'un kangourou? Non. Mais oups, là, le bedon commence à tourner pas rond, hein, parce qu'elle en a mangé un puis un autre. Elle va dans son lit puis elle dit, j'en ai tellement mangé, il n'y a rien qui se passe. Elle dit, je me suis bien fait avoir. Quand tout à coup, un prout tonitruant et nauséabond sort des faufounes de Albertine Petit Brin d'Amour, qui est très joyeuse d'avoir enfin découvert son super pouvoir. Ensuite, à l'épicerie, encore, et on a la recette des muffins aux choux de Bruxelles. Encore une fois, un bel exemple de montrer, de parler de diversité dans la littérature jeunesse sans que l'histoire tourne autour d'une diversité, parce qu'en fait, la couleur qui est nommée, c'est le vert, à cause des foutus choux de Bruxelles. Et bien voilà. Alors... Puis, excuse-moi, Nicolas, si tu me permets un petit commentaire supplémentaire. Parmi les livres que j'ai reçus hier après-midi, c'est comme tu ne savais pas que j'allais faire ça. On a reçu le nouvel album d'Anne Renaud, la même autrice. Ah, ça s'appelle Une histoire, s'il te plaît. Donc, c'est d'Anne Renaud. Et cette fois-ci, c'est illustré par Sophie Péa. Donc là, c'est la même autrice qu'Albertine Brin d'Amour. L'histoire de celui-ci, c'est 2 personnages. On ne sait pas c'est qui ces personnages-là. 2 bonhommes, on va dire ça comme ça. Et le bonhomme jaune dit « Raconte-moi une histoire, s'il te plaît. » Puis le bonhomme rouge répond « Je suis occupé, Vroom. » Le bonhomme jaune s'appelle Vroom. Je ne sais pas si ça vous rappelle, mettons, votre enfant et vous pendant que vous faites la vaisselle. Tu raconte-moi une histoire. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, le bonhomme rouge va céder. Et il était une fois. Puis là, regardez bien. On arrive dans des passages où les pages ont un cadre vert. À chaque fois qu'on est dans un passage où les pages ont un cadre vert, on est dans une histoire. Et les histoires qu'on va explorer, il y a Boucle d'or et les 3 ours. Il y a Pinocchio,
Je l'ai lu ce matin, hein? C'était la première fois que je le lisais. Alors là, vous m'excuserez si je suis un peu lente. Pinocchio. Ensuite, on a, attendez, je vais t'en raconter une autre. Cendrillon. C'est les 3 histoires qui vont être explorées. Sauf que, est-ce que vous connaissez des enfants qui interrompent tout le temps? Tu sais, là, qui n'écoutent pas l'histoire, qui ont une meilleure idée de ce que l'histoire pourrait être. Alors, notre petit bonhomme jaune, Vroom, c'est un personnage comme celui-là. Je vais vous lire le passage. Puis, évidemment, le bonhomme rouge, ça l'énerve. Je vais vous lire le passage sur Pinocchio. Tu vas voir là, le lien que je fais, Nico. Alors, il était une fois un garçon du nom de Pinocchio. Il était fait en bois et n'avait qu'un souhait, devenir un vrai garçon en chair et en os. Ah, qu'il soit formidable! Ce serait génial que Pinocchio devienne un vrai garçon. Mais sais-tu ce qui serait encore plus génial? C'est qu'il devienne un super-héros avec toutes sortes de pouvoirs. Comme il pourrait devenir invisible, se déplacer ultra vite ou lire dans les pensées des gens. Il pourrait même transformer les choux de Bruxelles en boules de gomme. Et voilà. Alors, non seulement on est dans un album qui nous parle d'histoires qu'on connaît, mais qui fait du méta-récit avec Albertine Petit-Brin d'Amour de la même autrice, donc qui va aller parler d'un autre ouvrage de la même créatrice. Je trouve ça génial. Honnêtement, je n'avais pas fait le lien parce que je l'ai lu rapidement ce matin puisqu'on l'a reçu hier. Mais là, quand je t'ai entendu raconter Albertine puis que j'ai réalisé que c'était la même créatrice, je me suis dit, mais c'est du génie. C'est donc un album où vous allez explorer des contes classiques de façon complètement déjantée et revisitée. Pour les adultes, il y a un plaisir de lecture parce qu'on reconnaît tellement des enfants qu'on connaît qui nous interrompent et qui veulent changer d'histoire. Puis pour les enfants, ça donne aussi une liberté folle, tu sais, la liberté de réinventer les contes, de réinventer les histoires. Puis après avoir lu, puis regardez les illustrations, je veux dire, on n'est pas dans l'illustration classique, hyper léchée. C'est une illustration qui demande une capacité d'observation et d'attention de la part des enfants. C'est des illustrations qu'on peut regarder plusieurs fois, puis à chaque fois qu'on les regarde, on trouve des nouveaux sens à l'illustration. Donc, vraiment, je trouvais que ça faisait un beau clin d'œil. Le fait aussi qu'il y ait des cadres verts pour les histoires, dans les histoires, c'est un code narratif qui va être intéressant à explorer avec les enfants. Un code narratif qu'on peut même retrouver parfois dans la bande dessinée ou dans d'autres genres littéraires. Donc, vraiment une belle découverte à faire, puis on pourrait aussi lire les 2 histoires aux enfants sans leur dire le lien du chou de Bruxelles, puis leur demander à eux de trouver ce qu'il y a comme lien entre les 2 livres. Peut-être qu'ils vont le trouver sans notre aide. Excuse-moi, Nico, je ne pouvais pas m'empêcher de t'interrompre à ce moment-ci. Ben, tu as bien fait, mais moi, si tu permets, je vais continuer avec une collection que c'est des albums et des documentaires de fiction. Oui, je t'en prie. Après, j'aurai un documentaire aussi. Ben, c'est parfait. C'est la courte échelle. Premièrement, on parlait de créateurs, créatrices vétérantes du monde de la littérature jeunesse. Il y a aussi des éditeurs, des maisons d'édition qui sont là depuis très, très longtemps. Et la maison d'édition La Courte Échelle, dans la culture littéraire au Québec, c'est une maison qui est, ma foi, une référence, qui a été reprise d'une main de maître il y a quelques années. Ça ne fait pas si longtemps que ça, qui était vouée sans doute à la faillite, qui a été reprise et depuis. Déjà, ce qu'il faisait avant, moi, c'est ce qui m'a permis de lire en français La Courte Échelle. J'ai découvert les livres de Denis Côté, de Sylvie Desrosiers et compagnie. Mais maintenant, ils ont comme renouvelé le tout. Ces classiques-là sont toujours disponibles, mais leur production est à la fois étonnante, diversifiée et riche. Donc, une maison à connaître. Ils ont une collection, ce que j'appelle des documentaires de fiction. Donc, c'est une histoire narrée, mais à laquelle on va découvrir beaucoup d'informations véridiques. Donc, on peut appeler ça des documentaires de fiction, des documentaires qui n'ont pas donc une table de matière, un glossaire nécessairement, mais ça reste des livres dans lesquels on apprend plusieurs informations. Et c'est une collection
qui a deux noms. Ça change selon le titre. Soit que ça s'appelle de petit à grand, ou ça s'appelle de petite à grande. Alors, je vais vous montrer un des petits, qui est Stephen Hawking. Ça permet aux jeunes de découvrir, évidemment, l'histoire de l'homme brillant qu'il était, mais on ne leur fait pas que découvrir des scientifiques. De toute manière, Stephen Hawking, ce n'était pas un élève exceptionnel. Non, je n'ai pas le temps de tout lire. Mais sachez que c'était vraiment un cancre. Les plus grands cancres sont devenus les plus grands génies. Je vais quand même vous montrer juste le layout, puis là, je prends la page la plus sombre pour faire exprès. Tiens, le voici quand il était dit. Fait que vous doutez qu'on les met en présentation de manière petite. Mais on leur parle d'eux comme de grandes personnes. Il y a un dessin animé où les enfants avaient des soucis et des aventures de grandes personnes. Vous devriez savoir c'est qui. Si je vous dis Charlie Brown. Charlie Brown, les autres personnages, Lucy, Marcy, qui était ma préférée avec ses lunettes, il y avait des discussions de grandes personnes et des soucis. Il était tout le temps le pauvre. Mais on les présentait comme des enfants à travers. Bon, Mafalda, il y a de ça aussi, hein, si vous me suivez. Donc, c'est le ton qu'on a donné au livre. Ses parents aimaient la science, comme Stephen, son frère et ses deux sœurs. Ils mangeaient tous avec un couteau, une fourchette et un bon livre à table tout le temps pour leur tenir compagnie. Je viens d'apprendre un élément nouveau sur la vie de Stephen Hawking. Lui et sa famille, ils mangeaient ensemble, puis il y avait toujours des livres sur la table, même pendant qu'ils mangeaient. Stephen n'était jamais premier de classe, mais à l'école, tout le monde l'appelait Einstein, comme le célèbre scientifique. Un jour, il fabriqua un ordinateur à partir de morceaux d'horloge et d'un vieux téléphone. Je viens d'apprendre qu'on l'appelait Einstein, puis qu'il a fait une invention à l'école. Alors, voyons, on a fait ça avec la collection. Et quand je dis que le nom change, vous voyez que de petit à grand, de petite à grande, si je vous montre Lucy Maud Montgomery, est-ce que vous savez qui est Lucy Maud Montgomery? Levez la main. Merci. Est-ce que vous avez déjà lu un de ses livres maintenant? Levez la main. Tu vois, il y a déjà... Bon, puis, ce qu'on apprend, c'est est-ce que vous saviez qu'elle a écrit des histoires extraordinaires, remplies de belle imagination, mais que c'était une fille extrêmement triste qu'elle a perdu sa mère très, très jeune, puis ses grands-parents étaient horribles, mais ils n'étaient pas fins, ses grands-parents. Et puis, je trouve que quand on a sente les mains, ensuite, on peut les amener à lire. Vous n'êtes pas obligé de tout leur faire. Des extraits, ça existe, hein? Puis ensuite, si eux veulent, ils liront chez eux le soir, ces romans, mais on les lit différemment, je trouve, quand on découvre l'histoire derrière la créatrice ou le créateur. Même chose pour Stephen Hawking. Je ne sais pas si vous savez, mais là je remonte à peut-être 15 ans. Il y avait un roman jeunesse extraordinaire qui était sorti autour de lui. Bon, c'était une traduction, mais maintenant, ils ont fait David Bowie, ils en ont fait plein. Rosa Parks. À la fin du documentaire de fiction, parce que vous comprenez, hein, quand je dis documentaire, vraiment, c'est l'histoire narrée, puis on apprend plein de choses. Vous avez la photo en vrai de la personne, parce que toujours les jeunes, quand ils découvrent ça, sont fascinés. Et un résumé en une page de notices bibliographiques qui condense un peu le documentaire de fiction au complet. Donc, il résume plus en... on apprend plein de choses. Ils ont fait Amelia Earhart, Simone de Beauvoir, Ella Fitzgerald, Jane Goodall. Ils ont ratissé large pour en mettre pour tous les genres, pour tous les goûts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, je dis, qu'est-ce qu'elle a fait, Rosa Parks? Rosa Parks est née en Alabama, début 1913 ou je ne sais pas quoi. Il s'est passé quelque chose avec Rosa Parks. Sans doute, vous le savez. Alors, est-ce que ça pourrait se passer ailleurs? Ici.
Est-ce que vous pensez que dans l'histoire du Canada, à cause de sa couleur de peau, il y a une femme qui aurait pu être maltraitée? Et si je vous sortais un billet de banque de 10 j'en ai un, mais c'est un vieux, vous verrez Viola Desmond. C'est un peu ce qui s'est passé, mais c'était dans une salle de cinéma au Canada, pas dans un autobus. C'est vraiment pas mal ça, la différence entre leurs histoires. Elle n'a pas été incarcérée aussi longtemps que Rosa Parks, puis, mais on parle aussi de la ségrégation et des... Voilà. Donc, ça aussi, on fait avec les jeunes une recherche. Est-ce qu'il y a eu ici, ça vous permet, vous, de découvrir qui est Viola Desmond, parce qu'on connaît de par l'histoire, le nom de Rosa Parks, peut-être moins ce qui s'est passé chez nous. Puis ça, je pense qu'il y a moyen de faire un lien avec ça. Et Anne-Marie, tu voulais poursuivre sur un documentaire. Oui, c'est un documentaire. Donc aussi, on est un petit peu moins dans le documentaire de fiction, on est plus dans l'ouvrage documentaire, mais on reste quand même dans des genres un peu hybrides. Là. On n'est pas dans un documentaire très classique, mais je pense que, honnêtement, je vais pas faire découvrir cette autrice à personne ici aujourd'hui, mais c'est un ouvrage qu'il faut absolument présenter. Vous connaissez Élise Gravel, qui a publié Le rose, le bleu et toi. Donc, comme je vous disais, je ne vous ferai probablement pas découvrir Élise Gravel, qui n'a presque plus besoin de présentation. Par contre, c'est un ouvrage vraiment intéressant, vraiment pertinent, qui a été fait en collaboration avec Michael Blais, donc, qui est un homme trans qui a collaboré donc, à l'ouvrage. Ça arrive de plus en plus souvent qu'on va aller chercher aussi le point de vue ou l'expertise d'une personne qui, grâce à son vécu, peut empêcher des créateurs ou des maisons d'édition de tomber dans certains clichés ou certains préjugés. Donc, on est allé chercher son expertise. Le rose, le bleu et toi, c'est un livre sur les stéréotypes de genre qui veut déconstruire, en fait. Ce n'est pas un livre sur comment faire les stéréotypes de genre, évidemment, c'est un livre sur comment déconstruire les stéréotypes de genre. Puis, on commence avec un jeu. Alors, puis ça, on peut le faire avec les enfants, je l'ai fait, là. Puis, tu sais, autant qu'on essaye d'être dans des milieux où on ne transmet pas des stéréotypes de genre, les enfants connaissent tous les stéréotypes de genre et les ont intégrés. Alors, quels sont les objets ou les choses là-dedans qui sont pour les filles et quels sont les objets ou les choses qui sont pour les garçons? Puis là, on écoute les enfants parler. Avez-vous des idées? Alors, souvent, on va nous dire le rose, c'est pour les filles, le balai, c'est pour les filles, les camions, c'est pour les garçons, les poupées, c'est pour les filles. Ça nous permet aussi, en faisant cet exercice-là, de voir que quand même, il y a du travail qui se fait. Puis les enfants, moi, ma fille m'a répondu, en tout cas, moi, je sais que le rose, c'est pour tout le monde. Mais un tel à l'école m'a dit que c'était juste pour les filles, puis j'y ai dit que c'était pas vrai. Donc, on voit aussi, tu sais, le travail qui... Ma fille a 6 ans, là. Donc, c'est vraiment qui est en train là, de se faire aussi pour la déconstruction des stéréotypes de genre. Ah! Qui a décidé qui peut aimer quoi? Est-ce qu'un jour, c'est un roi qui a dit « Je suis le roi des couleurs et je déclare que le rose est pour les filles et le bleu pour les garçons. » Oui, Votre Majesté. Par l'humour, comme ça, on va aller déconstruire plusieurs éléments. Donc, est-ce que ces phrases-là sont vraies? Les garçons sont forts, les filles sont jolies, les garçons font du sport, les filles sont gentilles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de pleurer, de jouer avec des poupées ou de faire du sport? Ah, certaines personnes pensent que les garçons et les filles devraient jouer à des jeux différents et porter des vêtements différents. Est-ce qu'on devrait se sentir mal de faire les activités qu'on aime? Avez-vous remarqué que jusqu'ici, il n'y a pas eu d'affirmation? Tout le monde peut faire ceci. On ne devrait pas penser que... On n'a pas dit aux enfants quoi penser. On pose des questions aux enfants. On émet des constats, puis on pose des questions. C'est un ouvrage, donc, qui permet vraiment avec les enfants de travailler la pensée critique, l'esprit critique. En leur posant des questions, en alimentant la conversation, on va les amener à éventuellement se faire leur propre idée. Puis des fois, comme adulte, on a tendance à donner les réponses. On commence une phrase, puis on dit tout de suite « Oui, mais tu sais qu'il ne faut pas penser comme ça. »
bien, on n'encourage pas vraiment les enfants à exercer leur pensée critique quand on leur dit déjà quoi penser. Même si, selon nos valeurs, il faudrait dire tout le monde peut jouer à tous les jeux, mais ce n'est pas en disant simplement à l'enfant, à partir de maintenant, tu dois croire que tout le monde peut jouer à tous les jeux, qu'on va vraiment réussir à développer la pensée critique chez l'enfant. On nous explique donc ce qu'est le sexe à la naissance. Donc, les corps humains sont un peu différents les uns des autres. C'est ce qu'on appelle le sexe. Donc, le sexe qui est visible féminin ou masculin à la naissance. On va nous parler de l'identité de genre. On va nous parler des pronoms, il, elle, il. On va nous parler aussi des familles, des types de familles. Famille homoparentale, famille exogame. On va parler des règles. Donc, on va nous expliquer qu'à travers l'histoire, les humains ont inventé des règles différentes pour les femmes et les hommes. On va nous parler on peut aimer qui on veut, comme je vous le disais, les différents types de familles. Et on va nous parler aussi de personnages qui ont été courageux et qui ont poursuivi leurs rêves, même si d'autres n'étaient pas d'accord. Par exemple, Edward T. Lyon a été le premier homme infirmier de l'armée américaine. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'ouvrages qui nous parlent des femmes qui ont traversé les plafonds de verre, mais là, on nous parle aussi d'hommes qui les ont traversés. On nous parle de Valentina Tereshkova, qui a été la première femme à aller dans l'espace, de Richard John Baker et James Michael McConnell, qui ont été les premiers hommes à se marier aux États-Unis, etc., etc. Vous voyez ici, il y a plusieurs personnages qui sont représentés. On va nous parler aussi de ce qu'on peut faire pour changer le monde, changer la vision des stéréotypes de genre dans la société. On nous questionne à savoir qui on est nous-mêmes. Et moi, je vous avoue, ma petite partie chouchou à la fin, c'est des faits intéressants. Et là, on nous explique. Il y a 50 ans, tous les petits-enfants portaient des robes et des cheveux longs. Voici ici une photo de Franklin Delano Roosevelt, un des présidents états-uniens, lorsqu'il avait 4 ans. Il y a 50 ans. Il y a une centaine d'années, les magazines de mode disaient aux parents que le rose était pour les garçons et le bleu était pour les filles. Dans certaines cultures, c'est normal pour les hommes de porter des jupes ou des robes. Donc, voici le mundu indien, le kilt celtique et le sarong sri-lankais. Dans la série populaire Star Trek, les hommes et les femmes de l'équipage portent un vêtement qui combine une jupe et un pantalon. Et en Perse, les hommes portaient des talons hauts parce que ça les faisait paraître plus grands et que c'était plus pratique pour monter à cheval et tirer à l'air. Tu sais, quand je l'ai appelé Normand, quand Nicolas, je ne sais pas pourquoi, petite bulle au cerveau, quand Nicolas vous parlait tantôt des livres des records Guinness, les livres des records Guinness, les livres des inventions, c'est des livres où il y a des faits amusants, des faits intéressants, des faits historiques. Bien, justement, ce genre de faits historiques-là, les enfants, ça les fascine, ça les captive. Donc, vraiment, c'est un ouvrage qu'on peut lire d'un coup avec un enfant, mais c'est aussi un ouvrage qu'on peut prendre morceau par morceau, une page par jour, une page par semaine, décortiquer ça, aller faire une recherche pour aller un peu plus loin, ouvrir et poursuivre une conversation avec les enfants. On peut faire presque une année complète là, en prenant une page à chaque semaine puis en essayant de développer un peu ces sujets-là. Donc, Le rose, le bleu et toi, d'Élise Gravel. Et si tu te permets, Anne-Marie, Bien sûr. Ces livres-là sont importants parce que pendant bien des années, ça n'existait juste pas des livres qui osaient aborder ça en commun avec les enfants. C'est des livres qui ne sont pas accueillis partout, dans tous les milieux scolaires à travers le Canada, à cause de convictions, surtout dans... Bon. Moi, ce qui me déplaît dans la vie, ce qui m'irrite, ce sont les extrêmes, donc les dogmes. Tu sais, ceux qui veulent... Moi, on m'a déjà dit que je ne pouvais pas parler des albums de Kirikou dans une école parce qu'il était tout nu. Kirikou, c'est un petit Africain, il vit dans la forêt, mais ça s'explique culturellement qu'il y a des... Mais Kirikou, pour vrai, il est grand comme ça, fait que sa petite pinotte, je veux dire, il n'y avait rien de... Bon, dans d'autres écoles, si c'est de l'homosexualité, ça ne passe pas parce que nous, dans notre école, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est un extrême qui me fait suer. Parce que c'est des réflexions de grandes personnes et
c'est pas bon pour les lecteurs qui ne se retrouvent pas avec ces livres entre les mains. L'autre extrême me fait suer tout autant, c'est-à-dire l'inclusion et la diversité, elles sont importantes. Mais tu sais, une petite fille qui tripe rose bonbon, sirène, princesse, ballerine en même temps, c'est correct aussi. Le but, c'est pas que tous les garçons doivent commencer à jouer avec des poupées et toutes les filles doivent jouer. C'est de juste faire ce que tu veux, mais si tu es un garçon qui tripe hockey, c'est correct. Tu n'as pas non plus à te sentir mal si ça donne juste que tu aimes ça, ces choses-là qui sont considérées très... Bon, vous me suivez, donc il faut de la place pour tout. Ces livres-là sont importants, mais on ne va pas commencer à empêcher les jeunes filles de... Vous comprenez, vous me suivez, donc il faut vraiment réussir à faire un mélange de tout ça pour justement qu'il n'y en ait plus de dogme ou d'extrême et qu'on se retrouve toutes au milieu pour bien s'entendre. Anne-Marie? Je n'ai rien à ajouter sur ce que tu viens de dire. Je vais plutôt poursuivre avec, parce que je vois que le temps file, il nous reste à peu près 25 minutes et puis je vais vous faire écouter quelque chose à la fin. Vraiment, je tiens à vous le faire écouter. Je vais poursuivre, on va tomber dans le roman. Et je vous présente une série de petits romans, les premières lectures. Puis, sachez que ce n'est que la pointe de l'iceberg du petit roman première lecture que vous allez trouver chez La Courte Échelle. Donc, c'est une série qui est intéressante, je vous dirais, en plus, à la fin de l'été, au début à la rentrée scolaire. Vous allez peut-être avoir envie de savoir ce que vos élèves ont fait pendant l'été, de leur demander s'ils ont voyagé, s'ils se sont promenés au Québec, au Canada, à l'extérieur du pays. Eh bien, vous allez... Puis il y en a qui n'auront pas voyagé, OK? Puis il y en a qui auront voyagé pas loin. Puis, il y en a qui auront voyagé. Alors, je vais vous présenter une série d'un personnage qui, lui, voyage beaucoup. Puis des fois, on ne peut pas voyager en vrai. On n'a pas l'occasion de le faire, mais on peut voyager grâce au livre. Puis c'est ça que ce personnage-là nous permet de faire. Puis là, regardez bien qui est à l'origine de la série. C'est une série qui a été publiée en 2009. Donc, ça fait 13 ans. Puis regardez, l'autrice, c'est Fanny Britt. Vous connaissez peut-être Fanny Britt pour plusieurs de ses ouvrages, entre autres à La Pastèque, qui a publié des bandes dessinées, romans graphiques. Elle a fait de la traduction aussi, beaucoup. Elle a fait des pièces de théâtre. Elle a publié des romans chez La Courte Échelle. Puis regardez l'illustratrice, Marianne Dubuc. En 2009, Marianne Dubuc n'avait pas la carrière qu'elle a aujourd'hui. Puis elle faisait des illustrations intérieures d'ouvrages littéraires. Ça, moi, je trouve que c'est des bijoux de retrouver des fois des illustrateurs comme ça. À un moment donné, j'étais tombée sur une série où les illustrations intérieures étaient faites par Michel Rabagliati. Puis aujourd'hui, on ne trouverait plus une série de romans jeunesse illustrés par Michel Rabagliati, mais ils ont déjà fait ce genre de projet-là. Puis même, le premier tome, son nom à Marianne Dubuc n'est même pas sur la couverture. Donc, ça nous dit aussi, à cette époque-là, on l'écrivait en arrière, Marianne Dubuc. Bien, à partir des tomes 2, tome 3, regardez, tout à coup, son nom est arrivé sur la couverture. Moi, c'est des petits faits amusants que je trouve intéressants là, sur comme l'univers du monde du livre. Félicien. Donc, Félicien est un petit garçon qui a le grand privilège de voyager avec ses parents. On a Félicien et les baleines, où Félicien va partir au bord de la mer sur la côte nord avec ses deux parents. Félicien et la grosse pomme. Est-ce que ça vous rappelle une image spécifique ici, hein, où on a une reprise de King Kong? C'est-tu King Kong? C'est ça, hein? Je me mélange-tu? C'est King Kong. C'est parce qu'il y a comme un Godzilla dans les bras. Je suis mélangée dans mes classiques du cinéma. Où il part donc à New York avec ses parents. Puis Félicien et la grotte, où là, Félicien part au Kentucky visiter une grotte avec son papa. Mais sa maman, elle ne vient pas avec eux parce qu'elle est enceinte. Donc, vous voyez, comme ça, il va avoir différents voyages. Puis dans Félicien et la grotte, Félicien va envoyer des cartes postales à sa mère pour lui raconter son voyage. Dans cette collection de première lecture, vous avez toujours une section à la découverte des personnages.
où là, on nous présente Félicien, on nous présente les parents de Félicien. Et après ça, on arrive à la découverte de l'histoire. C'est aussi une collection qui est nivelée. Donc, on vous dit ici, on est dans des ouvrages de niveau 2. Et niveau 2, c'est parce que ça fait 48 pages. On est dans les premiers vrais romans. Mais regardez quand même à l'intérieur. C'est des vrais romans, mais avec beaucoup d'illustrations intérieures qui vont aider les enfants à avoir quand même qui vont soutenir les enfants dans leur compréhension de l'histoire. Ça fait aussi qu'à chaque page, il n'y a pas énormément de texte. Ça fait un petit peu moins peur quand même. J'avais choisi un extrait que je voulais vous lire. Chapitre 2, sur la route. C'est une carte postale que Félicien envoie à sa maman. Chère maman, nous avons parcouru 1325 kilomètres. Nous sommes en Pennsylvanie, aux États-Unis. Hier, nous avons baissé les sièges de la fourgonnette. Elle s'est transformée en super tente. Papa a pêché du poisson et l'a fait griller. Je me suis baignée dans une rivière toute douce. Vous voyez, hein, des phrases courtes, des phrases simples, 2 phrases par page. Ce matin, nous avons rencontré un fermier. Il laboure ses champs avec une charrue et un cheval. Il n'a même pas de tracteur ni de moissonneuse. Il porte un grand chapeau et il a la barbe aussi longue que Papy Lucien. Prochaine lettre. Chère maman, nous sommes en Ohio. Il y a des choses étonnantes, etc., etc. Donc, on a comme ça toutes les lettres que Félicien envoie à sa maman et la visite de la grotte qu'il va faire. Sur la côte nord, c'est Tadoussac, les baleines, donc la visite aux baleines à Tadoussac et la grosse pomme, un voyage à New York avec ses parents. Donc, vraiment, puis comme vous l'avez vu tout à l'heure avec ma présentation au début, il y a toute la section des premières lectures sur la section enseignant du site web de la Courte Échelle où vous allez trouver des activités complémentaires à faire avec ces ouvrages-là. C'est des ouvrages que les enfants pourront lire là, au début de leur apprentissage de la lecture. Et pour conclure cette présentation, à moins, j'essayais juste de me rappeler, Nicolas, si tu avais d'autres choses pour cet âge-ci à présenter. On avait, pour conclure, la collection noire qu'on voulait présenter. On voulait aborder le sujet de cette collection. C'est une collection, je vous le donne en mille, qu'on vous présentera également demain. Si vous êtes à notre présentation pour les adolescents, c'est vraiment des ouvrages qui peuvent faire la jonction entre la fin du primaire et le début du secondaire. Ça dépend des livres dans la collection, puis c'est des romans d'horreur. Nicolas, on avait convenu que nous allions la présenter ensemble. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer ou si j'y vais. Moi, je vais te faire un code visuel, Nico. Je vais avoir ceci à présenter. On se garde le temps pour ça. C'est parfait parce que j'ai aussi un autre livre à vous présenter qui est un one-shot, puis je voudrais en parler. Donc, j'y vais me prendre 3 minutes. Mais avant, quand on parle de lecture, de plus en plus, les éditeurs, quand ils font pas une série c'est comme Harry Potter, c'est une série, mais une collection. Quand c'est une collection de fiction, de plus en plus, on va tenter d'essayer d'avoir des niveaux de lecture. Pourquoi? Pour qu'il y en ait pour tous les âges, pour tous les goûts, et voilà. Ici, je vous montre, regardez, la couverture. Donc, c'est le livre Un bruit dans les murs de Julie Champagne, qui avait fait chez un autre éditeur une série très populaire qui s'appelle Hacker Boy, que vous connaissez peut-être. Vous voyez qu'il y a 3 demi-lunes, dont 2 qui sont pleines et une qui est vide. Ça vous donne le niveau de lecture intermédiaire, alors que si c'était une seule lune, on se doute que c'était un peu plus débutant. Je vous invite à les lire quand même, parce que moi, j'étais tombé sur un qui n'était pas pour comme les experts, puis c'était dans le temps de François Gravel qui avait écrit « Les vieux livres sont dangereux ». Mais peur, là, moi, bon, ça ne me prend pas grand-chose, mais j'avais vraiment eu peur. Mais Nico, j'ajouterais à ce que tu dis aussi que, tu sais, l'horreur, ça reste quand même assez subjectif dans la mesure où toi puis moi, on s'est déjà suggéré des romans d'horreur, puis ce que tu me suggérais, moi, je n'étais pas capable de lire ça parce que je trouvais ça trop dégoûtant.
Puis, ce que moi, je te suggérais, ça te faisait peur parce que, plus qu'à moi, parce que c'était, mettons, des esprits, tu sais, l'horreur aussi, ça reste très subjectif. On n'a pas peur des mêmes choses. Puis, tu as montré à l'écran Un bruit dans les murs, qui est juste 2 lunes, puis il y a des rats là-dedans. Puis moi, les rats, vraiment, j'avais le goût de lancer ce livre au bout de mes bras pendant que je l'ai dit. C'est vous dire à quel point c'est efficace. Moi, ça m'écoeure à un point extrême. Donc, pour moi, ça aurait été comme 6 lunes. Alors que pour d'autres, c'est 2 lunes. C'est bien calibré. Et comme dit Anne, les jeunes aiment l'horreur. Ça, c'est bien vrai. Ah, absolument. Puis je vais vous dire, ce qui est le fun, c'est que beaucoup d'enseignantes et d'enseignants aussi, ce qui fait qu'on se retrouve à s'amuser à lire les mêmes livres. Le temps file vraiment. OK. La bête à pile, tiens donc, c'est de la même autrice qui a écrit La boîte aux lettres. C'est qui? Merci, Madame Anne. Une chance qu'elle est là. Pierrette Dubé. Donc, elle ratisse large comme autrice. Elle fait de tout. Elle offre. Et puis, la couverture est franchement géniale. Donc, la boîte à piles, en gros, Victor, et c'est pour ça que je vais vous parler de celui-ci parce qu'il y a une activité très intéressante à faire. Victor, pour Noël, il reçoit ce qu'il voulait depuis tout le temps, un robot, taille humaine, programmable. Tu peux lui donner les qualités que tu veux, les qualités humaines que tu veux, et c'est ce que ce robot-là devient. Ça reste un roman d'horreur. Quelque chose qui est trop parfait peut devenir très dangereux. Donc, les jeunes, on a eu un travail de réflexion, puis une activité qui s'appelait le robot parfait. Et tu dis, toi, tu as un robot programmable comme tu veux. Quelles caractéristiques idéales tu lui remettrais? Et même si tu pouvais lui remettre toutes les caractéristiques qui font ton bonheur, est-ce que tu penses que ton robot pourrait remplacer, disons, ton meilleur ami ou un humain autour de toi comme un parent? Mais tu as mis toutes les qualités que tu voulais, là, toutes. Est-ce que tu penses que même avec ça, un robot peut remplacer ce qu'un humain peut... C'était génial, les réflexions des jeunes qui sont sortis de ça. Vous n'avez même pas idée. Et puis on leur dit, mettons, ça remplacerait qui? Souvent, j'aurais pas dû poser la question parce que la réponse qui revenait tout le temps quand on disait faut ton robot remplacerait qui, mais c'était tout le temps un frère ou une sœur quand il y en avait un. Ça, j'ai trouvé ça super amusant parce que c'est une réponse tellement honnête. Et avant de laisser Anne-Marie présenter les nouveautés, j'aimerais juste rappeler un titre qui a connu beaucoup de succès que je n'ai pas avec moi dans cette collection-là. Et c'est Lac à Deslarts qui a remporté des prix de François Blais, qui est décédé récemment. Donc, je voulais juste qu'on rappelle ce titre dans la collection qui a été un des titres les plus populaires et franchement une très belle lecture. Assurément, Nicolas, ça a été un texte marquant dans la collection. Mais en fait, les titres que je voulais vous présenter, ce n'est pas nécessairement des nouveautés là, des dernières semaines, mais bon, dans la collection noire, il y a des ouvrages dans lesquels ils ont décidé d'intégrer un petit peu de matériel complémentaire. Des fois, c'est un petit peu caché. Puis, avant de vous présenter ça, je voudrais juste faire un petit aparté. Vous allez trouver plusieurs de ces titres-là sur la plateforme d'écoute en ligne audio de Radio-Canada. Il y a plusieurs de ces ouvrages-là qui ont été adaptés, et non pas adoptés, qui ont été adaptés en version audio. Par exemple, là, je pense les vieux livres sont dangereux. Ils en ont fait une balado, mais si je me souviens bien, c'est 4 épisodes. Ce n'est pas un roman audio, là. On n'a pas lu le roman, on a adapté l'histoire, on en a fait des narrations et des dialogues. C'est des acteurs qui jouent les personnages. Puis franchement, moi, j'écoute des balados en arrosant mon potager, là. Puis à un moment donné, il commence à faire noir. Puis j'écoutais Les vieux livres sont dangereux, qui est une histoire que je connaissais déjà. Puis j'avais des frissons en écoutant ça. Puis on avait fait l'expérience il y a quelques années, Nicolas et moi, de faire écouter ces balados-là à des jeunes qui avaient des difficultés graves d'apprentissage avant de leur faire lire les livres. Puis on avait vraiment constaté que le balado
permettait de découvrir l'histoire et de susciter la curiosité des jeunes, de stimuler leur curiosité, puis qu'après avoir écouté les balados, les jeunes avaient envie de lire les livres, puis d'en lire plus même que ceux qui avaient été adaptés. Donc, vraiment, vraiment, ça vaut la peine. Allez voir ces balados, allez les faire écouter, faites-les connaître aux jeunes, ils sont extraordinairement bien faits. Je voulais vous parler de Quincaillerie Miville de Alexandre Côté-Fournier, illustré par Geneviève Biguet. C'est l'histoire de 3 cousins, Alexis, Clara et Pierre-Luc. Clara et Pierre-Luc sont frères et sœurs, puis Alexis, c'est le cousin. Alexis est un petit peu plus jeune, il vient juste d'arriver au secondaire. Les autres sont plus vieux. Les 2 plus vieux, Clara et Pierre-Luc, aiment beaucoup les films d'horreur. C'est l'Halloween, ils se font une soirée d'horreur. Alexis ne veut pas avoir l'air d'un petit couillon, fait qu'il y va, mais il a peur, il n'aime pas beaucoup ça. Lui, il n'est pas aussi amateur d'horreur, mais il veut tellement être aimé par ses cousins qu'il va y aller. Il a peur et il veut, pour les impressionner, raconter une histoire d'horreur. Comme on se raconterait des histoires d'horreur autour du feu, là, mais là, c'est à l'intérieur. Il veut raconter à ses cousins une histoire d'horreur. Puis là, il demande à son père, connais-tu une histoire d'horreur? Son père lui dit, ah, j'en connais une. Mais c'est une histoire vraie, c'est une histoire du village. Là, il dit, ah, c'est quoi? Il dit, ben quand il y a, dans les années 70, il y avait une quincaillerie. Et le père et la mère étaient propriétaires de la quincaillerie. Les 2 sont décédés rapidement. Le fils, Jacques, est devenu le propriétaire de la quincaillerie. Il avait été toujours mis à l'écart par ses parents. Il y avait peu de relations avec les autres. Puis, à un moment donné, il s'est mis à avoir des disparitions d'enfants dans le village. Et c'est Jacques qui a été soupçonné. Il n'a jamais été arrêté. Mais un jour, la quincaillerie a pris feu, la quincaillerie Miville, et Jacques est mort dans le feu de la quincaillerie. Il paraît que si on appelle encore au numéro de la quincaillerie, Jacques répond. Et là, vous m'entendez toujours? On va appeler. OK? Vous n'entendez pas bien, hein? On a entendu un mot. OK, attends, on va recommencer ça. Hey, ça, là, c'est les joies du direct. Je vous fais ça pour que ça marche. Là, vous m'entendez? Oui. OK, on rappelle. C'est juste que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en appelant, on fait revenir le revenant. Fait que il y a des petits dangers, en plus qu'on appelle 2 fois. Ça marche-tu, là? Non, on l'entend pas. Bien, vous aurez quelque chose à faire tantôt à l'heure du dîner. Si vous n'entendez pas, je vais vous mettre le numéro de téléphone dans la conversation. OK? Je vous mets le numéro. Je veux que tout le monde appelle à la prochaine pause. C'est 476-0575 dans le 438. 476-0575. Il est écrit dans le livre. OK? À la fin, ici, là, vous l'avez à deux endroits dans le livre, mais entre autres, c'est comme un petit rêve de journal où est-ce que le numéro a été écrit. Puis à la fin, on a dit aurais-tu le courage d'appeler? Mais là, évidemment, eux autres, ils appellent. Là, ils entendent la voix. Mais après ça, c'est pas tout. Ils voient le fantôme de Jacques Miville qui se promène dans le village. Je vous jure, c'est vraiment effrayant. C'est très bien réussi, c'est très bien fait. Il y a aussi La chose dans l'étang de Carole Tremblay. Ici, c'est l'histoire de Nora et Léa qui sont en vacances au chalet de leur père, qui vont voir un cadavre de raton laveur flotter à la surface de l'eau. Puis après ça, c'est drôle, hein? Mais ils voient un étrange raton laveur qui commence à rôder. Il est pareil comme le cadavre, puis qui commence à rôder autour de leur camping. Mais dans celui-ci, on a intégré des codes QR, je vais vous en montrer. Et quand on scanne les codes QR,
on entend des bruits étranges. Tu sais, comme quand on va en camping puis qu'on entend crier pendant la nuit ou japper ou des grattements. Il y a toutes sortes de bruits étranges qui ont été enregistrés. Ça, je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire entendre. Je vais vous en faire écouter un. On va espérer que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, encore une fois, il va falloir que vous ayez acheté ce livre-là. Donc, évidemment, mais les enfants vont avoir du plaisir non seulement à lire l'ouvrage, mais à aller scanner tous les codes qui se trouvent dans l'ouvrage. Donc, c'est des ajouts comme ça. Moi, vraiment, là, la ligne téléphonique de Quincaillerie Miville, je trouve ça brillant et épeurant. La voix est vraiment creepy. Et si vous voulez la petite histoire, c'est l'auteur Alexandre Côté-Fournier. Ça, c'est Carole Tremblay qui nous a raconté ça, qui est la directrice de collection. Qui a eu la COVID, puis il a gardé la voix rauque pendant une couple de jours, puis on fait enregistrer la voix de Quincaillerie Miville. Alors, c'est un petit fait amusant autour de la production de cet ouvrage. Il est déjà 12h11. Nicolas, avais-tu un dernier petit quelque chose à ajouter avant que nous donnions rendez-vous aux gens dans 10 minutes? Oui, en fait, justement, encore une fois, merci d'être là. C'est pas facile de se faire parler pendant tant de temps, surtout des journées complètes. Donc, le dynamisme s'impose. On essaie d'être le plus possible. Là, il va y avoir quelqu'un qui s'en vient nous rejoindre à 12h20. Ne soyez pas gênés, parce que je le sais qu'il faut bien manger dans la vie. Manger à l'écran, je veux dire, c'est pas... Ou, si vous voulez aller manger, vivez votre vie, sachez que c'est quelqu'un qui va nous faire voyager dans l'histoire d'ici et puis quelqu'un qui mérite d'être découvert. Donc, c'est André-Carl Vachon. Et puis, on le retrouve dans 8 minutes, ce qui me permet le temps de vous dire encore une fois merci d'avoir participé à cette présentation avec un vrai délire La Courte Échelle où on est passé du roman première lecture au roman d'horreur, au documentaire de fiction, aux albums et j'en passe. Et puis, la grande aventure se poursuit dans quelques minutes. Merci encore. On se retrouve dans 7 minutes 30 secondes. À tout à l'heure.